Alors, avant de commencer, j'aimerais simplement que les personnes qui n'ont jamais eu le ras-le-bol de la maladie ou en général lèvent la main. Voilà. Donc, tout le monde connaît le ras-le-bol, tout le monde passe par des phases de ras-le-bol. Nous allons essayer d'y répondre avec Ingrid et nous espérons, avec les questions à la fin, que nous pourrons vous aider dans les phases de ras-le-bol. Alors, on met la première diapositive. Voilà. Ingrid. Bonjour à tous et à toutes. Donc 2 seules mains se sont levées pour signifier qu'il n'y avait jamais eu de ras-le-bol, donc 2 personnes qui ont eu ce bonheur-là. Je pense que ce n'est pas la généralité, loin s'en faut. Mais pour parler de ras-le-bol, il faut peut-être un petit peu resituer aussi le contexte dans lequel vous êtes. Vous êtes tous plus ou moins atteints d'une maladie chronique. Quand je dis plus ou moins, c'est-à-dire que vous pouvez être malade vous-même ou être un proche. Donc vous êtes impacté par voie de conséquences. Ça veut dire quoi être atteint d'une maladie chronique ? Eh bien, être atteint d'une maladie chronique, ça implique nécessairement des remaniements et des réajustements quasi permanents, alors pas tout le temps, mais très souvent, qui touchent différents niveaux. Donc déjà, vous-même, l'image que vous avez de vous-même et l'estime que vous avez de vous-même, mais aussi votre rapport aux autres et le rapport au traitement et à la prise en charge que vous avez au quotidien ou plus ponctuellement. Alors ça demande aussi des réajustements dans une forme de parcours du combattant, car vous allez être amené à trouver le bon partenaire médical. Ça ne veut pas dire le bon médecin praticien, c'est très bien, mais c'est le bon médecin et le bon partenaire qui vous convient à vous, avec qui vous pouvez échanger et qui sera un véritable interlocuteur. Ça suppose aussi de trouver le bon traitement, et là encore c'est un traitement qui est adapté, qui répond à vos besoins, de santé, bien entendu, mais aussi qui vous correspond le mieux. Et enfin, c'est aussi apprendre à vivre avec cette maladie, ses conséquences. Et pour cela, ça veut dire réaménager votre rapport au temps, votre quotidien, tout en essayant aussi de trouver des personnes qui pourraient être des personnes ressources ou des associations qui pourraient vous aider dans les moments où c'est plus compliqué. Alors, avec Ingrid, on s'est dit comment est-ce qu'on va présenter ce travail ? Eh bien, on s'est dit qu'à partir du moment où vous avez une maladie chronique, vous avez forcément ce parcours du combattant et souvent on s'aperçoit en consultation qu'on ne se traite qu'avec les médicaments. Or, il y a beaucoup d'autres choses à faire et c'est là où c'est difficile et c'est là où on peut en avoir aussi ras-le-bol en dehors des médicaments parce qu'il faut mettre en place parfois des règles diététiques, il faut faire de l'activité physique, il faut faire des piqûres, des soins associés, il faut prendre sur soi, il faut réaménager sa vie professionnelle. Donc c'est parfois très compliqué de vivre avec une maladie chronique pour soi et pour l'aidant familial, c'est-à-dire le proche. Alors, la question c'est qui, le ras-le-bol, le ras-le-bol concerne qui, donc pourquoi, à quel moment et comment on va essayer ensuite de vous donner des pistes de comment résoudre les différents niveaux sur lesquels le ras-le-bol va le porter. Alors bien évidemment, le ras-le-bol concerne tout d'abord la personne elle-même, hein, le patient. C'est suffisamment compliqué comme ça et on va le développer avec Janine un peu plus dans toute l'autre partie, le reste de la présentation. Mais n'oublions pas que le ras-le-bol, il concerne aussi les relations que vous allez avoir avec l'équipe médicale, surtout dans les moments où l'équipe médicale peut vous annoncer une rechute ou une difficulté à améliorer votre condition médicale. Donc souvent, il y a des tensions, on va dire comme ça, des difficultés relationnelles, pour le faire soft aussi. Mais ce ras-le-bol, il est mutuel et réciproque, c'est-à-dire que parfois les médecins et les équipes sont aussi en difficulté quand ils ont le sentiment d'être en échec thérapeutique ou de ne pas avoir les résultats qu'ils espèrent voir dans la prise en charge qu'ils vous proposent. La famille aussi, elle peut en avoir assez. Et vous pouvez en avoir assez de votre famille, qui peut être très pénible, que vous adorez parce qu'elle est très présente, elle vous soutient, surtout dans les moments où ça ne va pas du tout, dans les phases de rechute notamment. Mais où ça peut devenir beaucoup plus compliqué, c'est quand la maladie est en rémission ou qu'elle apparaît moins visible.
Donc très souvent, le fait que la maladie soit en rémission, donc là je pense essentiellement aux patients atteints d'une maladie de Crohn ou d'une RCH, la maladie est moins présente et donc l'entourage peut s'attendre à ce que vous retrouviez une activité qui soit une activité avant la rechute ou peut-être, voire même avant que vous ne soyez malade. Or, ce n'est pas tout à fait ça et ce n'est pas comme ça que ça se joue. L'autre élément qui n'est pas à minorer, c'est que beaucoup de choses sont mises en place pour vous aider. Mais à un moment donné, le proche peut aussi se demander si tout ne tourne pas autour du patient et de sa maladie. Donc à un moment donné, il va falloir discuter et négocier ces différentes postures. L'entourage, alors on va commencer par l'entourage amical. Alors on va dire il y a les vrais amis, ceux qui seront toujours là et qui comprennent de façon inconditionnelle. Et quand on en a, on est content de les avoir. Mais ensuite, il va falloir interagir avec d'autres. Et c'est là où ça peut être aussi un petit peu compliqué, car pour eux, vous pouvez être à la fois une contrainte, mais aussi un bénéfice. Mais une contrainte, parce que pour certains, il va falloir leur expliquer que vous ne pouvez pas aller au restaurant, ou n'importe quel restaurant, pas à n'importe quel moment, qu'il y a peut-être des périodes des périodes où vous ne pouvez pas sortir. Et tous ces enjeux-là, ça peut aussi être frustrant pour votre entourage amical et aussi frustrant pour vous parce que vous ne voyez plus vos amis tels que vous pouviez l'espérer auparavant. Et au travail, alors ça c'est une grande difficulté. Au travail, donc souvent il y a une forme d'incompréhension où les patients perçoivent qu'ils ne sont pas entendus ou reconnus en tant que tels, avec une forme de surcompensation, de vouloir faire plus et mieux pour compenser les arrêts maladie ou les absences ou les aménagements de temps de travail. Et votre entourage professionnel peut aussi être aussi en difficulté parce qu'il faut aussi qu'il s'ajuste à vos absences, à vos contraintes, et ce n'est pas toujours évident. Alors, Janine, ça survient quand ? Alors, on a bien réfléchi, mais on s'est dit que ça peut survenir n'importe quand. C'est pour ça que c'est très embêtant, parce qu'une maladie chronique, c'est une maladie capricieuse, et le ras-le-bol, il peut arriver alors qu'on ne s'y attend pas. Ça peut même arriver quand tout va bien. C'est ça qui est très curieux, c'est ce qui surprend la personne, c'est ce qui surprend l'entourage, et c'est ce qui surprend aussi l'équipe médicale. Alors ça peut survenir une fois dans la vie, mais ça peut survenir plusieurs fois. Je suis sûre que vous connaissez ça très très bien. D'autre part, qu'est-ce qui va déclencher ça ? Eh bien, on peut se dire que peut-être il y a eu un facteur déclenchant médical, parfois un échappement au traitement. Il peut y avoir un facteur personnel, on est en grande phase de divorce. Peut y avoir un facteur professionnel, on est à la recherche d'un travail et en plus on a des ennuis digestifs. Et puis, comme je vous disais, quand tout va bien, alors là c'est encore plus problématique parce que la maladie va bien et puis on va pas bien. Et on en a ras-le-bol. Et c'est là où le médecin, il est difficile de comprendre ce qui se passe. Et il ne faut pas hésiter à expliquer que vous n'allez pas bien et que ce n'est pas vraiment la maladie, mais que c'est peut-être les émotions qui ne sont pas présentes. Alors, d'autre part, il nous semble qu'il y a des périodes sensibles. Par exemple, à l'annonce du diagnostic. Si une annonce est brutale, faite entre deux portes, si une annonce est faite sans préparation, c'est sûr que cette brutalité peut être vraiment source de ras-le-bol. Encore ça en plus. Une rechute, une poussée, une difficulté pour stabiliser la maladie, alors qu'on voudrait qu'il y ait l'effet baguette magique, c'est très compliqué à gérer. Et puis d'autre part, un projet de vie. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On a envie d'une maternité, d'une paternité, on veut faire un voyage à l'étranger, on vous propose un anti-TNF-alpha. Comment on fait ? Et puis on a une promotion de carrière, et puis tout d'un coup, il faut travailler qu'à mi-temps. Voilà. Et enfin, il ne faut pas oublier que dans les maladies chroniques, il peut y avoir aussi des phases très compliquées comme la fin de vie, les directives anticipées. Et ça aussi, le ras-le-bol peut s'installer, on en a marre des traitements et on doit le faire savoir. Donc vous voyez que ça peut toucher n'importe qui, soit les autres, et puis ça peut venir à n'importe quel moment. Et c'est pour ça que le ras-le-bol, c'est extrêmement compliqué à gérer. Alors, en complément de ce que Janine vient de dire, donc le ras-le-bol peut porter sur, on va dire, quasiment toutes les sphères de votre vie et toutes les dimensions qui sont importantes pour vous. Mais ça va fluctuer dans le temps et de ce qui va être important pour vous à ce moment-là. Donc, on a un ras-le-bol qui concerne la maladie elle-même. Donc, en général, ça, c'est la constante. À un moment donné, il y en a marre, et il y en a marre de quoi ? D'être malade et d'être traité.
Les traitements, le suivi, la lourdeur. Alors là, je reviens sur ce que disait Janine tout à l'heure. Quand les périodes de maladie active, que ce soit compliqué, ça paraît logique. Mais souvent, le ras-le-bol peut apparaître dans les moments où c'est en rémission. Et c'est souvent à ce moment-là où, quand la personne est en rémission, la nécessité du traitement apparaît moins prégnante. Retourner à l'hôpital pour faire ses injections, faire un bilan, voir le gastro ou le rhumato, pas envie, ça rappelle des mauvais souvenirs et c'est compliqué. On le comprend très bien, mais c'est aussi dans les moments de rémission qu'il faut absolument continuer le suivi. Et c'est là où ça peut devenir assez touchy pour vous, assez sensible. Les démarches administratives, alors là, je pense qu'on pourrait mettre la planche d'Astérix et les 12 travaux d'Astérix avec les démarches administratives. Je pense que ça parle à tout le monde. C'est extrêmement compliqué et ça a un effet sur votre morale, sur vos émotions. Ce qui va avoir par voie de conséquence rajouter des difficultés supplémentaires. Ça rajoute des difficultés aux difficultés. Donc les conséquences sur les projets de vie, alors ça ne remet pas fondamentalement en cause tous les projets de vie. Ça nécessite pour vous et pour vos proches une remise en perspective de est-ce que ce projet que j'ai, je peux le faire maintenant, plus tard, et si je dois le refaire plus tard, c'est à combien de temps? Mais ça ne veut pas dire que tous les projets tombent à l'eau parce qu'on est malade ou parce qu'on a rechuté. Conséquences sur la vie, donc on les a vues tout à l'heure, et il y a des éléments sur lesquels vous allez être amené à renégocier, c'est quand il y a des limitations fonctionnelles, c'est-à-dire que votre état vous limite. Est-ce que les limitations que vous rencontrez sont temporaires ou vont devenir permanentes? Et là, ça suppose de faire une sorte d'arrêt sur image pour savoir à peu près où vous en êtes. Est-ce que c'est permanent ou temporaire? Donc, je me répète. Mais ça suppose aussi d'être un peu à jour sur tous ces aspects-là, car c'est souvent là aussi que le ras-le-bol va se manifester. Alors, justement, il se manifeste comment? Alors, si c'était juste j'en ai marre, ça serait bien. Et à la limite, c'est même plutôt bon signe quand les patients ou l'entourage arrivent à dire j'en ai ras-le-bol et je sais pourquoi j'en ai assez. C'est plutôt assez peu fréquent. Alors, on va essayer de voir comment ça se manifeste. Alors, globalement, toutes les émotions de base peuvent s'exprimer avec différentes intensités. Mais ne sous-estimez pas le fait que souvent le ras-le-bol s'installe de façon assez insidieuse, avec des micro-changements, où la personne est un peu plus irritable, va se mettre un peu plus en colère, va s'isoler. La question qui est importante à se poser, c'est est-ce que ce changement, il est temporaire et n'a pas trop de conséquences? S'il est temporaire, c'est juste des réactions, et ça rentre dans l'ordre, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. En revanche, si l'entourage et même la personne se rend compte que les changements dans les réactions sont extrêmement importantes, ont des conséquences relationnelles ou des conséquences sur votre vie professionnelle ou votre vie amicale, là, il faut peut-être se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a peut-être un ras-le-bol qui s'exprime sans le dire de façon aussi directe que j'en ai ras-le-bol. Et à partir du moment où il y a un vrai changement et que ça a des conséquences relationnelles et des conséquences délétères, peut-être qu'il serait intéressant d'en parler, alors soit à votre médecin, soit à une assistante sociale, soit à un père aidant, enfin quelqu'un qui aura une vision externe et pourra peut-être vous guider, vers une consultation, alors une consultation psy, pourquoi pas, mais une consultation peut-être autre, type ETP, éducation thérapeutique, pour vous aider à y voir plus clair dans ces moments un petit peu difficiles. Alors, je continue, Janine se rattrapera plus tard. Ça veut dire quoi en avoir ras-le-bol? Ça signifie quoi? Alors, le plus souvent, c'est une phase de stop. Il y a quelque chose qui... Pourquoi moi? Pourquoi j'ai mérité cela? C'est des moments d'interrogation. Et finalement, c'est des moments d'interrogation qui sont parfaitement normaux et qui montrent que le patient ou l'entourage réalise qu'il y a des changements et qu'il va falloir s'ajuster à ces changements. Donc jusque-là, on est dans la normalité. Et ce qui explique pourquoi je vous disais, tant que c'est transitoire, il n'y a pas de souci. L'autre élément, c'est que il va y avoir une nécessité de trouver une raison.
Et là, ça peut être un petit peu difficile. Et la question qui est sous-jacente dans le fait d'être malade et d'être dans un moment de ras-le-bol, c'est qu'est-ce que l'avenir me réserve? Comment je vais orienter ma vie et comment je vais pouvoir faire face à tout ça? Et là où ça devient potentiellement pathogène, donc c'est-à-dire dans notre langage qui peut entraîner des conséquences qui ne sont pas bonnes pour vous, c'est à partir du moment où vous êtes dans des raisonnements qui anticipent l'avenir trop loin et qui vous amènent à développer ce qu'on appelle des ruminations anxieuses, c'est-à-dire que vous êtes extrêmement inquiet de façon disproportionnée par rapport à la situation qui est la vôtre. Pas à ce qu'elle sera dans 20 ans ou dans 10 ans, la situation que vous vivez aujourd'hui. Mais c'est humain de vouloir se projeter dans l'avenir quand on est malade. Et n'oublions pas que, certes, dans l'assistance, il y a beaucoup de personnes malades, mais vous êtes avant tout des êtres humains, et que les questions existentielles, on les a toutes. Et donc l'une des difficultés, c'est faire le tri entre ce qui relève des questions que tout le monde va se poser à un moment de sa vie, faire un enfant à 40 ans, pourquoi pas, et des questions qui vont faire se télescoper ces questions existentielles et le fait que ça vient toucher quelque chose qui est sensible parce que vous êtes malade. Juste pour renforcer ce que dit Ingrid, souvent en consultation ou en éducation thérapeutique, on s'aperçoit qu'on reste bloqué dans le pourquoi. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que mon mari, il n'a pas ça? Pourquoi est-ce que ma sœur qui est méchante, elle n'a pas la même chose? Etc. Et on reste bloqué là-dedans, dans un questionnement et dans une quête de pourquoi. Et finalement, on perd une énergie considérable. Et c'est ça qui est embêtant, parce qu'on cherche un responsable, un coupable. Qui est coupable? Pourquoi ça m'est arrivé? Et donc, on a une démarche qui est extrêmement compliquée et douloureuse. Et moi, j'ai l'habitude de dire et de me dire, quand je suis dans le pourquoi, mais il faut aller dans le comment. Il faut essayer de trouver comment aller mieux. Comment éviter ce ras-le-bol? Comment faire pour surmonter cette épreuve? Parce que si on reste dans le pourquoi, on ne trouvera pas. Et on va s'enliser avec ce dont elle a parlé avec les mots que je ne connais pas, les ruminations anxieuses. Voilà. Hein? Donc, ruminer, on sait ce que ça veut dire, parce que quand on rumine, on y va. Hein? Donc, simplement un conseil, arrêtez. Dès que vous vous dites pourquoi, vous vous dites non, c'est comment. Comment je fais pour surmonter ça? Et j'ai souvent l'habitude de dire aussi aux patients, vous avez la politique du rétroviseur. Vous vous dites, oh là là, j'étais tellement mieux avant. Oh là là, comment je vais être demain? Et on oublie de vivre aujourd'hui. Alors il faut faire très attention à ça parce que ça vous pompe une énergie considérable que vous pouvez mettre dans une action pour aller mieux. Voilà, je voulais juste renforcer ça parce que ça c'est l'expérience du quotidien en rhumatologie. Alors, on continue peut-être. Comment faire face? Comment faire face? Alors, c'est la question qui est la question fondamentale. C'est pas tellement la question du pourquoi, et là on se rejoint parfaitement. C'est la question du comment. Déjà, constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est déjà faire un pas vers quelque chose de mieux. Parce que faire le constat qu'il y a un problème, c'est aussi un moyen de trouver une solution, et donc de trouver des stratégies pour résoudre le problème auquel vous êtes confronté, donc ce problème de ras-le-bol. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est comment faire et dans quel délai? Est-ce que les changements que vous visez sont des changements à court terme, moyen terme ou long terme? Donc déjà, la question du temps est importante. Et ensuite, la question des moyens. Est-ce que et du rapport, on va dire, bénéfice-coût, c'est-à-dire est-ce que ce que je vise va me demander un peu d'effort, beaucoup d'efforts, voire des efforts qui sont tellement importants qu'il me faut de l'aide. Et déjà, se poser les questions, c'est déjà avoir des amorces de réponses et de stratégies de solutions, c'est-à-dire des solutions que vous allez pouvoir mettre en place de façon assez efficace et qui vont avoir un retour positif sur vos émotions et sur votre quotidien. Donc faire l'état des lieux, c'est plutôt une bonne chose. Et on a bien aimé la citation avec Janine. Au lieu de te plaindre du noir de la pièce, va donc chercher une bougie. Ok, ça va pas, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on ne se dit pas pourquoi il fait noir. Hein? Alors, une fois qu'on a fait cet état des lieux, pourquoi il est important? Parce que c'est une base qui va vous aider à accepter. Alors, qu'on soit d'accord, l'acceptation, ce n'est pas de la résignation. C'est pas de la passivité, c'est tout le contraire. C'est se dire quelle place
a vraiment la maladie, quelle place a vraiment les conséquences de la maladie, et comment je peux faire pour reprendre en main ma vie, pour que tout ne se centre pas et ne se résume pas à la maladie, l'hôpital, les conséquences et l'avenir qui s'annonce catastrophique. Ce qui est extrêmement important, car vous allez ainsi pouvoir vous centrer sur le aujourd'hui, et pas ce qui était avant, et pas ce qui sera dans l'avenir, avenir que vous ne connaissez pas et que personne ne connaît et que personne ne maîtrise. Donc autant se centrer sur ce sur quoi vous avez une action, et une action soit immédiate, soit légèrement plus différée. Et donc, en vous recentrant sur le quotidien aujourd'hui, vous allez très vite vous rendre compte que ce qui était un frein n'en est peut-être pas nécessairement un. Alors, accepter, c'est aussi accepter l'idée qu'on n'aime pas, malade ou pas, c'est que le changement, c'est la base de l'existence. Ça change tout le temps. Et on fait avec, sans y penser. Le problème, c'est que quand on est atteint d'une maladie chronique, ces changements sont mobilisateurs d'énergie supplémentaire et deviennent problématiques. Mais malade ou non malade, on doit faire tout le temps avec des changements. Tu n'es pas d'accord avec ton bras dans On ne parlera pas de ça. On ne parle pas de ça. Pardon, comment je vais faire? Voilà. Si les patients se centrent uniquement sur la maladie et pensent que tous les problèmes rencontrés sont liés à la maladie, c'est une façon de donner du sens, mais c'est aussi une illusion de contrôle. Parce que la cause, elle apparaît toute trouvée. Or, parfois, et même souvent, les difficultés qui sont rencontrées ne sont pas des difficultés directement liées à la maladie. Difficulté d'emploi au travail, votre patron qui n'est pas sympa, c'est pas parce que vous êtes malade, parce qu'il n'est pas sympa. Et que c'est souvent ça dans les relations de travail. Donc l'idée, c'est pouvoir reprendre des choses en main, de telle sorte que ça soit supportable, gérable, voire parfaitement vivable au quotidien. Alors, Janine, comment on fait maintenant? Alors, comment fait-on? Alors, si on veut faire de la science et utiliser des mots savants, on appelle ça l'empowerment. C'est très à la mode partout en ce moment. Mais simplement, c'est un processus qui permet de reprendre le pouvoir en changeant quelque chose. Donc, le changement, c'est difficile. Il faut accepter le changement et il faut changer quelque chose dans sa vie pour avancer. Diapositive suivante. Alors, on a essayé d'analyser ça de façon très pragmatique. Il y a des choses qu'on accepte et puis il y a des choses qu'on n'accepte pas. Il y a des changements qu'on peut faire et des changements qu'on ne peut pas faire. Alors comment est-ce qu'on peut gérer ça? On va analyser le problème quand on a une difficulté. Elle vous a parlé de ma fracture humérale. Bon, alors, qu'est-ce qui est négociable? Qu'est-ce qui est négociable? C'est, voilà, est-ce que je vais pouvoir dormir assise avec 4 oreillers ou 3 oreillers, etc. Ce qui n'est pas négociable, c'est que je dois être pendant 3 mois immobilisée. Alors, en fait, il faut regarder dans vos situations personnelles ce qui est négociable, c'est-à-dire la fenêtre d'action. Qu'est-ce que vous pouvez négocier? Alors, les médicaments, par exemple, si je suis rhumatologue et que je parle à quelqu'un qui a une spondylarthrite ou une polyarthrite, eh bien, on peut adapter avec le malade en tête-à-tête une posologie, si par exemple il y a quelque chose qui n'est pas bien toléré ou qui n'est pas suffisamment efficace, si on a des douleurs la nuit et pas des douleurs le matin, on peut ajuster. J'ai souvent l'habitude de dire qu'en rhumatologie, on fait un travail de haute couture, où on met des petites aiguilles partout. Ce n'est pas du prêt-à-porter, donc c'est négociable. Mais il faut nous dire, là je ne supporte pas, là j'aimerais changer ça. Et ça, on peut tout à fait ajuster. Ça, c'est très important. Pour les médicaments, on peut le faire. S'il y a une rémission prolongée, par exemple, s'il y a une rémission prolongée, on va décroître, on va diminuer le traitement, petit à petit, sans brutalité, sans arrêter tout d'un seul coup, parce que ça, c'est la catastrophe, on va le voir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va soit réduire les doses, soit on va espacer. Et vous voyez, c'est l'ajustement haute couture. Et ça, c'est négociable avec le médecin. Il faut avoir confiance, il faut en discuter, et on adapte et on ajuste. Ça, c'est la première chose. S'il y a une reprise, c'est l'inverse. Il faut renforcer ou changer complètement de traitement. Donc ça, malheureusement, ce n'est pas négociable. On est obligé de changer de traitement. Après, lequel, on redevient dans le négociable. Et puis, les traitements non médicamenteux. Ne faites pas par derrière une automédication, sans en parler. Parce que vous pouvez avoir des interactions avec vos médicaments, vous pouvez diminuer l'efficacité ou au contraire aggraver les effets indésirables. Donc là aussi, c'est tout à fait négociable, mais parlez-en.
Et enfin, attention à l'activité physique. Si vous avez vraiment une articulation qui fait très très mal, on ne va pas faire d'activité physique. Mais si tout va bien, au contraire, il faut reprendre une activité physique. Laquelle, là encore, on peut discuter avec l'équipe soignante et voir laquelle est la plus ajustée à votre maladie. Hein. Donc, le côté négociable. Le côté non négociable, c'est plus compliqué. Alors, arrêter et abandonner un soin. On a toujours envie de faire ça. Les douleurs nocturnes avec un truc qui vous comprime, vous vous dites « je le jette ». Sauf que ce n'est pas négociable, on ne peut pas jeter l'appareillage. Donc on doit ajuster et essayer de voir comment on peut le supporter différemment, en faisant de la respiration profonde, en prenant un paracétamol, etc. Donc vous voyez, dans le côté non négociable, ne pas arrêter, ne pas abandonner son soin, c'est très très important. Non aux médecines alternatives, oui aux médecines complémentaires. La différence, une médecine alternative vous fait abandonner votre traitement classique. Non, vous revenez après avec des dégâts irréversibles. Une médecine complémentaire vous permet de renforcer le traitement classique qui est ajusté avec votre équipe soignante par un traitement complémentaire qui est discuté avec l'équipe et qui va être ajusté. Si vous prenez quelque chose en abandonnant tout le reste, on risque des ennuis qui sont irréversibles, on vous revoit revenir après, des années plus tard, avec des lésions ostéocartilagineuses importantes. Alors non à un arrêt de soins. D'autre part, oui, si vous faites un pluralisme médical, c'est-à-dire vous vous dites, tiens, j'ai pas envie de commencer une activité physique très compliquée, mais j'ai envie d'essayer le tai chi chuan. Oui, vous en parlez au médecin, on voit ce qu'on peut faire, si on l'ajuste ou pas. Enfin, les vacances thérapeutiques. Ah ça, tout le monde aimerait bien avoir des vacances thérapeutiques et avoir un traitement qui s'envole par magie. Sauf que, là encore, un arrêt brutal d'une thérapeutique, ça peut être source de gravité. Et on estime, alors je vous ai mis les chiffres exacts, un arrêt brutal de traitement de fond de la polyarthrite ou de la spondyloarthrite, ça expose à un risque important supérieur à 50% de rechute dans les 6 à 12 mois. C'est pour ça qu'il faut négocier l'arrêt en douceur, avec le médecin et pas brutal. Voilà, vous voyez que c'est toujours un ajustement. Je me suis rattrapée ? Parfait. Alors, je vais compléter et je vais rejoindre en insistant ce que disait Janine sur les médecines complémentaires. C'est aussi valable pour les prises en charge psychologiques ou apparentées prises en charge psy. Soyez très vigilants que la personne que vous allez consulter soit quelqu'un qui soit diplômé. C'est la seule garantie que vous avez d'avoir affaire à un vrai professionnel de santé et pas à quelqu'un qui usurpe plus ou moins ses fonctions ou un type de prise en charge. À toi. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver de l'aide ? Alors, j'ai envie de dire que la plus grande aide, c'est soi-même. Alors ça, c'est très très important, c'est une espèce d'autodétermination, d'auto-coaching, et il faut la mettre en place, ça demande un travail et une énergie considérable, c'est pour ça qu'il faut être dans le comment je vais faire pour essayer de m'aider moi-même. Hein. Alors comment est-ce qu'on peut s'aider ? Ça, tu vas en parler, c'est le discours auto-centré, on va s'auto-coacher. Alors, l'une des éléments importants, c'est que souvent, vous avez un petit discours intérieur qui est un disque rayé, ça ne va pas, je ne suis pas capable, je n'y arrive pas. À un moment donné, il faut arrêter ce disque rayé qui est vraiment malsain, ou pas l'écouter, et essayer d'en mettre un autre en place qui vous redonne le sentiment, et dans les faits, c'est ce qui va se passer, que vous faites quelque chose et que ce que vous le faites bien, à votre rythme, en fonction de ce que vous pouvez faire sur le moment, mais qui va vous aider à progresser. Donc c'est de l'automotivation, ça veut dire qu'il faut avoir une vision un petit peu décentrée de soi-même et un petit peu comme si on regardait quelqu'un d'autre. Hein. C'est quoi mes points forts, c'est quoi mes points faibles et comment je fais avec ça au quotidien. La quête de sens, donc ça revient à la question pourquoi. Alors elle est normale, mais il ne faut pas qu'elle soit centrale. C'est pas pourquoi je suis comme ça, c'est comment je fais pour que ça aille mieux et pour que moi je me sente mieux. Et avoir un optimisme réaliste, c'est le pendant des ruminations et des anticipations anxieuses. C'est « Ok, aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça ira mieux. Et qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte que ça aille mieux ?» Vous ne serez peut-être pas toujours tout ne dépendra pas de vous. Il y aura l'intervention des médecins, il y aura votre entourage, mais il y a forcément quelque chose qui est déterminant et sur lequel vous pouvez avoir une action et une action directe. Et ça va jouer un rôle extrêmement important
dans votre bien-être et dans le fait de remettre la maladie à sa place. Et si le discours autocentré, ça ne marche pas, vous pouvez essayer le discours décentré. Et c'est-à-dire que vous voyez votre situation et vous essayez de vous donner des conseils, comme si c'était des conseils que vous donniez à un ami ou à une personne que vous ne connaissez pas. Donc vous n'allez pas pouvoir lui dire « ça ne va pas, ça va être de pire en pire ». Okay. Donc là, il est bon pour une consultation avec un psychiatre ou avec moi, hein, parce que vous lui avez cassé le moral de façon radicale. Donc vous voyez bien qu'il faut être bienveillant avec vous-même, comme si vous étiez bienveillant avec quelqu'un d'autre. Et quelles sont les solutions que vous pourriez proposer ? C'est très très important parce qu'on a des ressources intérieures énormes et on ne puise pas assez au fond du puits. Et moi, je vous incite à creuser vraiment. Et puis, il faut faire appel aussi aux autres aides. C'est-à-dire, on les a listées ici. Demandez à votre médecin de ville ou à l'hôpital, demandez aux autres soignants si vous êtes dans une impasse. On est là pour ça. Les aidants familiaux, ils jouent un rôle considérable. Ils sont parfois plus inquiets de la situation que vous-même. Et parfois, ce sont eux qu'il faut traiter et prendre en charge, plus que le patient lui-même, parce que la souffrance est très intense et que le stress est au maximum. D'autre part, vous pouvez vous faire aider par des sessions d'éducation thérapeutique. Partager ses ennuis avec d'autres personnes qui comprennent, c'est très important. L'éducation thérapeutique collective, ça apporte énormément de bienfaits. Et puis, vous pouvez vous faire aider, on l'a vu tout à l'heure, par un père aidant ou par, on appelle ça les patients experts, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont la maladie que vous avez et qui ont appris la façon de parler en éducation thérapeutique et qui peuvent vous proposer des solutions. Enfin, on peut regarder sur Internet. Alors attention, pas les forums à 4 heures du matin où vous rencontrez que des gens qui vont très très mal et qui sont dans le pourquoi. Là, niet. Vous allez sur des sites de grande valeur et dès que vous sentez qu'il y a une personne en grande souffrance à 4 heures du matin, vous fermez l'écran et vous allez faire une respiration profonde type sophrologie. Voilà. Ça, c'est très important parce qu'on voit tellement de gens qui ne vont pas bien à cause de mauvaises ondes diffusées à 4 heures du matin par les forums. Ça vous plombe. C'est comme quand on sort de chez le radiologue avec le compte-rendu de radio. On est complètement plombé alors qu'il n'y a rien du tout de grave en réalité. Donc attention. Et puis enfin, on peut s'aider avec la spiritualité. C'est une aide considérable. Il y a des études qui ont montré que dans la polyarthrite, ça pouvait beaucoup aider aussi. Et la société nous aide avec des aides et des prestations. Il ne faut pas l'oublier. On crache beaucoup dans la soupe, mais la société est là pour nous aider. On a des soins. On n'est pas comme toutes ces personnes à la rue qui n'ont aucun soin. Donc je crois qu'il faut voir tout ce qu'on a. On a énormément de ressources internes et énormément de ressources externes. On n'est pas seul. Donc, on peut se sortir de l'affaire du ras-le-bol. Alors, il y a 5 points pour changer. Les 5 points, c'est déjà s'informer. Pourquoi est-ce que j'en ai ras-le-bol ? Qu'est-ce que je peux faire ? Pouvoir. Donc, mobiliser nos ressources, on vient de le voir. Et puis ensuite, avoir un peu de motivation. Si on n'en a pas, demander de l'aide. Parce que la motivation, si elle n'est pas là, on ne va pas y arriver. C'est comme si on vous dit il va falloir perdre un peu de poids et que vous dites ah oui, il va falloir perdre un peu de poids. Je sais qu'il faut perdre un peu de poids. Après, la motivation, si elle n'est pas là, agir. Donc tout ça découle, c'est une succession. Et acquérir des compétences. Alors, pour acquérir des compétences afin de bien se prendre en charge, il n'y a que l'éducation thérapeutique. L'éducation thérapeutique, c'est un transfert de connaissances vers quelqu'un pour qu'il puisse s'approprier ces connaissances et les transformer en compétences pour agir au quotidien et changer sa vie. Donc c'est quelque chose de très compliqué, c'est une démarche extrêmement compliquée faite par des gens qui ont appris à faire ça, qui vont en général sont des équipes pluridisciplinaires, qui vont vous montrer comment faire pour avoir une attitude au quotidien qui va vous sortir de ce ras-le-bol. Alors, je finis avec j'aime beaucoup ces images. Je présente une image comme ça aux aidants familiaux. On a beaucoup d'éducation thérapeutique pour les aidants familiaux. Je l'ai transformée pour aujourd'hui. Alors, quand on a le ras-le-bol, pensez à ça. Est-ce que je peux mettre en place les 5 R d'Ingrid et de Janine Sophie ? Ben oui. Premièrement, c'est respecter ce ras-le-bol. Donc, j'ai un ras-le-bol, c'est normal. C'est pas honteux d'avoir un ras-le-bol, c'est normal. Si on en a ras-le-bol, c'est habituel. Vous avez vu, tout le monde a le ras-le-bol, il y a 2 personnes qui ne l'ont pas eu. Donc c'est normal. On le respecte, on l'accepte. Ensuite, on prend du recul, on vous l'a dit tout à l'heure. Et si c'était un ras-le-bol qui touche mon frère, mon fils, ma meilleure amie, mon meilleur ami, qu'est-ce que je ferais ?
je lui tendrai la main. Donc on va aller chercher des réseaux, des aides extérieures, et on va puiser des aides intérieures en se disant qu'est-ce que je peux faire pour moi. Je ne vais pas être le spectateur passif de ma maladie ou bien le figurant qui fait juste un tout petit rôle. Je vais être le vrai acteur et je vais prendre les choses en main et je vais y arriver. Et si on n'a pas d'énergie, plus de force parce qu'on n'en peut plus, à ce moment-là, on appelle à l'aide les professionnels de santé qui sont là pour vous aider. Actuellement, il y a une mission interministérielle qui s'appelle Miviludes, qui a recensé qu'il y a un doublement des signalements de charlatans en France pour les médecines non traditionnelles. Donc je vous incite à une grosse vigilance. Si on vous interpelle, qu'on vous propose des régimes extraordinaires, des médicaments fabuleux, mais il faudra payer très cher, vous vous sauvez en courant et vous signalez à Miviludes. Hein ? Voilà nos 5 R. Rappelez-vous de ça, c'est la seule chose qu'il faut retenir d'aujourd'hui. Alors pour compléter ce que vient de dire Janine, Sophie, résister aux charlatans. Alors certaines fois ils avancent bien masqués, bien cachés. L'une des petites astuces pour les repérer, c'est dès lors qu'on vous demande de l'argent, qu'on vous demande d'arrêter votre traitement, et surtout qu'on vous fait croire que le moindre changement se fera sans effort, sans qu'il n'y ait aucune intervention de votre part, c'est extrêmement suspect. Et je voudrais revenir sur la notion de plaisir, de relaxation. Il y a un élément qui revient beaucoup en consultation, et notamment en consultation psy, c'est juste quand ça ne va pas, la notion de plaisir disparaît. Et il y a un sentiment souvent de ne plus pouvoir éprouver du plaisir. Non. Si c'est juste écouter un morceau de musique, vous écoutez votre morceau de musique et vous l'écoutez tous les jours et vous variez. Mais il faut que tous les jours, vous ayez un moment où il y a un sentiment intense de relaxation et de plaisir. Et vous le cherchez jusqu'à temps de le trouver. Mais si vous renoncez au plaisir et vous vous isolez, ça va être très compliqué de retrouver le chemin. Et le chemin c'est le message qu'on souhaitait vous faire passer. Je veux juste renforcer ça en donnant un petit exemple. Pendant les nuits, les 3 mois de nuit d'insomnie, il est très très important d'essayer de trouver les 3 bonnes choses qu'on a fait dans la journée. Et quand on s'aperçoit qu'on s'est abonné à Netflix, qu'on a regardé Pinterest, qu'on a écouté une musique géniale, qu'on a lu un bouquin fantastique, qu'on a ces 3 petites choses positives qu'on a fait alors qu'on ne va pas bien, déjà ça remonte la pente, hein. Et donc c'était le message de cette communication, c'est que avoir un ras-le-bol ou plusieurs ras-le-bol, c'est normal, ça arrive, il faut l'accepter. Mais l'objectif, c'est que vous alliez bien et que quand on va bien, qu'on reprend sa santé en main, on remet la maladie à sa juste place et on peut développer des projets qui se situent en dehors de ce contexte médical. Donc c'est retrouver un sens à votre vie telle que vous la souhaitez et telle que vous pouvez la mettre en place. Nous vous remercions.